Cette vidéo est une présentation de La Pioche, boutique de jeux, jeux de société, casse-tête et accessoires. Rendez-vous sur boutiquelapioche.com. Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de Board Game Québec. Vous êtes en compagnie de Jean-Philippe et aujourd'hui, c'est le moment du top 5 des jeux qui sont sortis en 2012. On poursuit donc cette série de top. On est maintenant rendu à l'année 2012. 2012, c'est une année que j'avais quand même beaucoup plus de jeux joués dans cette année-là. Une belle cuvée encore une fois. Et ça va augmenter, comme je mentionnais dans le dernier épisode, de plus en plus. Toujours de jeux que j'ai plus joués dans les années récentes que les plus vieilles années. Il est sorti aussi beaucoup plus de jeux dans les années récentes que dans les plus vieilles années. Et souvent, la disponibilité des jeux aussi s'efface avec le temps. Quand c'est des plus vieux jeux, pas nécessairement qui ont connu le plus grand des succès, des fois, ils sont plus difficiles à avoir en impression. Avant de débuter, je vous rappelle, si vous voulez joindre la communauté sur le Discord, je vous invite à le faire dans la description de la vidéo. Donc, venir jaser de jeux avec nous. Et sinon aussi, si vous voulez supporter la chaîne, la meilleure façon de le faire, c'est en achetant à la boutique. Je sais que ça peut juste se faire au Québec, mais bon, c'est une façon de le faire quand même. Et sur ça, on s'en va voir tout de suite le numéro 5. En cinquième place, on retrouve un jeu d'une complexité avancée de 3.34 sur 5, d'une durée de 90 à 120 minutes, 2 à 6 joueurs. Donc, c'est plutôt rare que j'ai des jeux qui vont jusqu'à 6 dans mes tops, souvent. C'est pas un jeu que j'ai joué à 6. C'est un jeu dans lequel on va avoir des enchères avec des meeples. Et j'ai nommé ici Keyflower. Donc, on va miser avec nos meeples qu'on a récupérés d'une certaine manche, qu'on a récupéré entre des saisons, pour avoir accès à des tuiles qui vont venir dans notre territoire, qu'on va augmenter, qu'on va utiliser aussi pour faire certaines actions, produire des ressources, faire des points principalement. Et les autres joueurs vont pouvoir aussi venir dans notre village pour faire des points aussi. Et on va récupérer ces ouvriers-là, éventuellement, qu'on va remiser, etc. Donc, Keyflower, c'est un jeu assez spécial en soi, assez spécial à expliquer aussi. C'est pas un jeu qu'en ce moment, j'ai les règles en tête. Ça fait quand même longtemps que j'ai joué. Je l'ai pas sorti nécessairement souvent. Probablement parce que justement j'ai l'impression qu'il faut que je relis le livret de règles au complet si je veux m'y remettre, mais c'est un jeu que à chaque fois que j'ai joué, j'ai trouvé ça tellement bon, tellement agréable. La cote de 7.8 aussi révèle bien que c'est un jeu apprécié. Il est 85e, donc il est dans le top 100 BGG. Malgré tout, malgré les années, donc 2012, bien évidemment, c'est le sujet du top. Et donc, je ne m'éterniserai pas non plus sur Keyflower, je ne vais pas rentrer trop dans le détail, mais il faut retenir vraiment la mécanique d'enchère sur les tuiles en fonction des ouvriers qu'on va mettre, les couleurs d'ouvriers qu'on va mettre. C'est vraiment très intéressant, la beauté de ce jeu-là, puis la construction de notre petit village aussi. Vraiment très sympathique. Donc, Keyflower, c'était le numéro 5. En quatrième position, on retrouve un jeu complexité encore avancée, 3.6 sur 5. C'est un jeu de 180 à 240 minutes, donc un plus long jeu. Ça fait encore là longtemps que je n'ai pas sorti ce jeu-là. J'ai joué quand même quelques parties, j'ai pas joué des tonnes. J'en vois 5 que j'ai répertoriés, mais je pense que je l'ai même joué avant que je répertoriais ça. Donc, j'ai quand même fait plus de parties que je pensais. C'est un jeu qui a eu une édition monumentale cette année et c'est bien sûr Clash of Culture. Donc Clash of Culture, c'est un jeu de civilisation. Le gros fun de ce jeu-là, c'est toute l'arbre technologique que je vais mettre ici, qu'on peut faire, qu'on peut développer, dans quelle direction on s'en va, quelle direction on va dans notre civilisation.
On va se déployer aussi sur un plateau, plateau qui est modulaire, qui c'est des tuiles qu'on retourne. En plus, il y a comme du brouillard, on va explorer le terrain. Il y a des petites hordes barbares de temps en temps aussi qui vont peut-être nous attaquer. On va développer notre armée, développer nos bâtiments et bien sûr, on va tenter d'attaquer les autres joueurs. C'est également un jeu dans lequel on va avoir plusieurs façons de gagner. Donc, on peut fonder des villes qui va nous permettre éventuellement, avec une certaine configuration, de remporter, avec des objectifs, avec des merveilles, des événements. Donc, il y a toutes sortes de façons de se diriger vers la victoire. Ce n'est pas nécessairement le but d'exterminer les autres joueurs. C'est un jeu dans lequel, par contre, lorsqu'on est à une configuration probablement à 3 joueurs, on peut se mettre 2 contre 1 et ça peut être très pénible pour un seul joueur. Donc ça, c'est le cas de n'importe quel jeu comme ça de confrontation. Quand il y a un nombre impair, ça peut être plus difficile pour certains joueurs à certains moments de s'attaquer au meneur ou juste s'en prendre à quelqu'un parce que on se dit ça va nous aider pour la suite. Donc c'est ce genre de jeu-là qui peut arriver, ce genre d'événement-là qui peut arriver. Donc, Clash of Culture, c'est mon numéro 4 de ce top. En troisième position, on retrouve un jeu, encore là, de développement de ville. C'est une thématique que j'aime beaucoup dans les jeux. Un jeu plus léger ici, on parle d'une complexité moyenne, 2.77 sur 5, 60-90 minutes, donc un temps de jeu un peu plus court. On peut jouer solo jusqu'à 4 joueurs. Et j'ai nommé ici Suburbia. Donc Suburbia, c'est un jeu de pose de tuiles dans lequel on va développer notre ville. Chaque tuile va avoir un effet par rapport à ce qui est autour d'elle. Donc, on essaie vraiment d'optimiser notre placement pour optimiser nos points, mais surtout notre réputation et notre population qui va augmenter au cours de la partie. Il y a une mécanique aussi pas d'enchère, mais les tuiles vont être plus chères quand ils sont plus récentes dans la file de tuiles à aller acheter. Donc, il y a toute une mécanique économique aussi à bien faire attention. Donc, il faut bien gérer ça, il faut bien augmenter notre population tout en gardant notre réputation. Et c'est vraiment comme ça qu'on va réussir à bâtir notre meilleure ville possible, avoir assez de revenus aussi pour justement être capable d'acheter de meilleures tuiles. Pas nécessairement de meilleures tuiles, mais des tuiles qui sont plus intéressantes pour nous à un certain moment, pas seulement avoir un choix limité. En solo, lorsque je l'avais joué aussi, super le fun contre un automa, quand même facile à gérer, qui faisait des points également, donc on avait vraiment une compétition. C'est un jeu que je parle en ce moment qui, là, j'ai le goût de le rejouer. C'est un jeu que j'aime beaucoup. Même ça fait longtemps que je ne l'ai pas joué. J'ai joué 7 parties que j'ai répertoriées. Encore là, je pense que c'est un jeu que j'ai joué même avant de répertorier des parties. Donc, peut-être autour d'une dizaine de parties de ce jeu-là, ce qui est quand même bon pour un jeu pour moi que j'aime beaucoup. J'ai malheureusement pas tendance à faire des centaines de parties du même jeu. Et donc, Suburbia, c'est mon numéro 3. En deuxième position, on revient avec un jeu dans les complexités du début, donc 3.67 sur 5, 90 minutes par partie, 2 à 4 joueurs, pas de mode solo dans ce jeu-là, donc qui fait que je ne l'ai pas sorti aussi souvent que je voudrais. J'ai 5 parties, c'est quand même raisonnable au courant des années. J'en ai fait une d'ailleurs récemment sur Board Game Arena. Et c'est Tolkien de Mayan Calendar. Donc, c'est un jeu de mes auteurs italiens favoris, Simone Luciani et Daniele Taccini. C'est un jeu dans lequel on va avoir la mécanique des roulettes. Les roulettes que faut placer nos ouvriers, mais à chaque tour de jeu, les roulettes vont avancer, ça va nous augmenter dans les différentes rondelles d'action. Ça va augmenter la valeur de nos actions. Fait qu'à notre tour de jeu, c'est soit on place des ouvriers, soit on va en chercher. Et si on n'en a plus à placer, il faut aller au moins en rechercher un. Donc, il faut bien placer nos choses, pas nécessairement toutes les placer en même temps, bien planifier qu'est-ce qui va aller où. Ça peut arriver des fois qu'on a une petite option de tourner 2 fois, donc ça peut nuire aussi des fois au plan de vos autres joueurs qui veulent vraiment un point en particulier.
Donc c'est vraiment là et on a toujours en manque de maïs. Il faut toujours aller chercher du maïs, être certain parce qu'il faut payer nos ouvriers. On peut avoir plus d'ouvriers aussi dans la partie, mais ça va nous coûter plus cher de maïs. Il y a des bâtiments qu'on peut construire aussi qui vont nous donner certains bonus, certains points. Il y a des pistes de temple aussi à augmenter qui nous donnent des revenus également, dépendant où on est rendu dans ces pistes-là, des revenus en ressources et des points également à la fin de la partie. Donc, c'est beaucoup de réflexion sur qu'est-ce qui va arriver, qu'est-ce que je place où, est-ce que j'en reprends tous mes ouvriers, comment je planifie mon prochain tour. Donc, cette roulette-là est vraiment le fun comme mécanique. J'ai pas vu d'autres roulettes comme ça dans d'autres jeux. Je pense que ça ferait seulement une pâle imitation, là. C'est dur de reprendre ça. Peut-être ça a déjà été utilisé, je l'ai juste pas vu, là. Mais de reprendre ça puis de refaire de quoi de différent, je sais pas comment qu'il pourrait y arriver. Mais donc, Tzolk'in, le calendrier Maya, c'est vraiment un de mes jeux préférés de 2012 et aussi un jeu que je dirais jamais non à une partie. C'est toujours agréable de jouer à Tzolk'in. Donc, c'est mon numéro 2. Il est quand même aussi 49e dans le top 100 BGG. Donc, Tzolk'in, le calendrier Maya. Et en première position de ce top des jeux sortis en 2012, on retrouve un jeu à 3.97 sur 5, donc presque dans les heavy games. C'est un jeu de 60 à 150 minutes, un jeu de développement de bâtiments, territoires, optimisation de factions, on peut dire ça comme ça, toutes des factions asymétriques. Ben, pas asymétriques, mais avec des pouvoirs différents, on peut dire ça comme ça. Parce que la façon de jouer reste sensiblement la même dépendant des factions. 2 à 5 joueurs et on vient d'y ajouter cette année un mode solo. Je parle bien sûr ici de Terra Mystica. Donc Terra Mystica qui a été aussi réimplémenté par Gaia Project et bientôt par Terra Nova, qui est la version simplifiée de Terra Mystica. C'est un jeu qui est 23e dans le top 100 BGG. C'est sûr que son grand frère, Projet Gaia, l'a dépassé. C'est un jeu dans lequel, comme je mentionnais, on va avoir notre peuple, notre faction, et on va principalement placer des bâtiments sur le territoire, changer, transformer les terrains en notre terrain naturel, en payant des pelles, en payant des ouvriers pour ces pelles-là, pour changer le terrain. Et on va tenter de fonder des villes qui vont nous rapporter des bonus, des points, des bonus pour la partie. On va tenter de faire des objectifs aussi au cours de la partie, des points en fait qui nous sont donnés pour certaines actions dépendant des différentes manches. Et on va aussi monter dans des pistes de culte. Les cultes vont nous donner également des points si on est en avance à la fin de la partie. Ils vont aussi nous donner des pouvoirs. Le pouvoir, ce sont nos fameux 3 bols de pouvoir, qui est une mécanique super intéressante dans Terra Mystica ou dans Projet Gaia. On va déplacer nos pouvoirs dans les différents bols et lorsqu'ils sont dans le bol 3, ben là, on peut les utiliser pour faire différentes actions qui sont sur le plateau principal, des actions plus fortes qu'on a principalement ou des actions de transfert de ressources aussi pour nous aider à faire nos différentes actions. Ça va ressembler à ça principalement comme mécanique de jeu. La beauté du jeu se trace vraiment dans les bâtiments qu'on place vont nous donner du revenu, vont nous donner des bonus, vont nous donner des petites rondelles de faveur qui vont aussi nous donner des bonus. Donc, c'est vraiment d'aller chercher, débloquer les bonus, débloquer les bâtiments et bien gérer notre revenu par rapport à ce qu'on a besoin au courant de la partie. C'est un nombre de manches fixe, donc c'est 6 manches de jeu. C'est très restreint, donc on peut jouer plus de tours qu'un autre joueur dans une même manche parce que c'est vraiment un tour à chaque joueur jusqu'à temps que tout le monde est passé. On peut passer parce qu'on n'a plus de ressources, mais les autres joueurs peuvent continuer à jouer parce que les autres, il y a encore des choses. Donc, Terra Mystica, c'est le numéro 1 de ce top des jeux sortis en 2012. C'est ce qui conclut ce top 5 des jeux qui sont sortis en 2012. J'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas à me mettre votre top 5 des jeux qui sont sortis en 2012
dans les commentaires ci-dessous. Vous pouvez m'écrire ça aussi à info@boardgamequebec.com si ça vous tente de vous partager ça, puis vous écoutez en audio, puis vous ne savez pas trop aller commenter. Commentez sur Facebook, c'est mieux, ou sinon dans le Discord aussi, si vous l'écoutez via le Discord. Donc, peu importe, partagez-moi ça. Je suis très intéressé de voir les pépites qui sont sorties en 2012 également, que j'ai peut-être pas joué non plus parce que, comme je disais, j'ai pas nécessairement joué. Là, je me souviens plus comment. Je pense que j'avais peut-être répertorié une cinquantaine de jeux que j'avais joué, là, mais je me souviens plus exactement. Donc, on termine ça là-dessus. Je vous invite aussi à aller vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore déjà fait. Et également mettre un petit pouce sur la vidéo et partager si vous avez apprécié, ainsi que aller visiter ma boutique en ligne, boutiquelapioche.com, pour faire vos achats de jeux. Et sur ça, on se revoit dans une prochaine vidéo. Merci encore. Bye bye.